Bonjour. Je vais peut-être tout d'abord me présenter en quelques mots. Je suis donc politologue, mais j'assume totalement mes deux casquettes, celle du chercheur spécialisé dans la mondialisation et celle du citoyen engagé, comme sans doute un certain nombre parmi vous. J'ai été pendant plus d'une quinzaine d'années responsable d'une toute petite ONG, le CETIM, le Centre Europe Tiers-Monde, dont la devise est « Il n'y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé ». Et au titre de cette ONG et de quelques autres, j'étais à la Commission des droits de l'homme de l'ONU, où je m'occupais plus particulièrement de la question de la sécurité alimentaire, mais également de la question des droits de l'enfant. Le philosophe Démocrite disait dans l'Antiquité, le poisson qu'on mange ensemble n'a pas d'arête. Le poisson qu'on mange ensemble n'a pas d'arête, c'est cette maxime que j'aimerais mettre au cœur de ma réflexion avec vous. Nous connaissons aujourd'hui une double révolution alimentaire. La première révolution, vous la connaissez, c'est celle du contenu de l'assiette. Qu'est-ce qu'on mangera demain? Alors il y a un débat entre les experts sur le taux de renouvellement. Est-ce que ça va être 70% ou presque 100%? Je dirais peu importe. Ce qui est certain, c'est que c'est beaucoup. Mais vous allez me dire, et vous avez raison, que nous-mêmes, nous ne mangerons pas comme nos parents ou comme nos grands-parents mangeaient. Ce qui est nouveau, c'est à la fois l'ampleur, mais surtout la nature de ce changement. C'est-à-dire le changement du contenu de l'assiette, ça ne répond plus avant tout à des mutations culturelles, et ça ne répond même pas encore à des changements climatiques, c'est en fonction des mutations technologiques et des besoins du système économique. Alors cette révolution du contenu de l'assiette, son maître mot, c'est l'industrialisation des produits, la dénaturation des produits. Et je voudrais commencer par vous citer quelques-uns de ces miracles technologiques qu'on nous promet pour demain matin. Il y a tout d'abord les aliments restructurés. Alors quand on parle d'aliments restructurés, on pense immédiatement viande hachée, mais non, c'est pas ça. La viande restructurée, c'est actuellement 54% de la viande consommée aux États-Unis. Au départ, j'ai un vrai animal avec ses os, sa peau, ses viscères. Je mets cet animal dans une grosse machine qui va le broyer, en faire une solution aqueuse, semi-liquide, une sorte de bouillie. Puis on va refibrer, retexturiser, recoloriser. Et on va faire un rôti de bœuf presque plus vrai que nature, puisqu'on va faire une étude de marché et on va demander aux gens, pour vous, le bœuf, c'est à quelle couleur? Rouge carmin, pas de problème, on vous le fait. Mais il n'y a pas que la viande qui est restructurée. Si vous avez encore la fâcheuse habitude d'aller dans un néfaste food et que vous commandiez un burger, dans un burger, vous avez du pain, de la viande, de la salade, du fromage et de l'oignon. Eh bien, c'est de l'oignon restructuré. C'est-à-dire qu'on prend des dizaines de milliers d'oignons, on les broie, on en fait une solution aqueuse et on va refibrer, retexturiser. On va constituer des plaques d'oignons. Parce qu'on considère que les oignons, ils ont la mauvaise habitude de ne pas toujours avoir le même goût. Et c'est vrai. Ça dépend de la variété de l'oignon, ça dépend de la qualité du sol, de la quantité de soleil et d'eau. Vous allez me dire, c'est extraordinaire, ça crée de la diversité. Et c'est vrai, vous avez raison du point de vue du mangeur. Mais c'est faux du point de vue de la logique industrielle, qui a besoin d'un produit complètement normé, complètement aseptisé. Mais il n'y a pas que ces aliments restructurés. Il y a également, bien sûr, les OGM. Mais pas seulement les OGM que vous connaissez. Ça, ce sont les OGM première génération. Aujourd'hui se développent deux types d'OGM cachés. Tout d'abord, ce qu'on appelle la cisgénèse.
Ce sont des transferts de gènes entre des organismes qui pourraient naturellement se croiser. On a par exemple des pommes cisgéniques qui ont été modifiées pour ne plus brunir une fois qu'on les a épluchées. On a également des melons à maturité retardée, ce qui permet de les conserver beaucoup plus longtemps dans le flux du commerce mondial. C'est-à-dire tout simplement de développer le commerce international alimentaire, autrement dit de détruire l'agriculture de proximité. Et puis on a aussi, deuxième variété d'OGM cachés, la mutagénèse. Il s'agit de provoquer des mutations génétiques grâce à des chocs chimiques imposés à des semences et à des plantes afin de créer des souches résistantes, par exemple aux herbicides. Et ces mutations ne rentrent pas dans le cadre juridique des OGM. Ce sont donc des OGM cachés. Et pourtant, c'est déjà aujourd'hui plus de 15 000 variétés qui sont concernées. Plus de 1700 espèces. Alors je disais que l'objectif d'avoir par exemple des melons à maturité retardée, c'était de pouvoir développer le commerce mondial. Mais pour ça, on a inventé aussi ce qu'on nomme l'irradiation des aliments. Pardon, la ionisation, comme on dit pour faire bien, des aliments. Il s'agit d'irradier des aliments vivants pour les rendre inertes, afin, là encore, de pouvoir les transporter sur des milliers de kilomètres. Alors ces monstruosités agricoles ne sont en fait que les signes avant-coureurs de mutations beaucoup plus fortes. Il y a 2 rapports militaires récents qui concernent l'agriculture. Les militaires sont des gens sérieux, donc ils savent que l'agriculture telle qu'elle existe aujourd'hui ne pourra pas nourrir demain 8-9 milliards d'humains. Et ce que nous proposent ces militaires, puisqu'ils savent qu'on va dans le mur, c'est de sauter par-dessus le mur. C'est-à-dire d'aller vers une alimentation à base de produits biotechnologiques. Ils nous disent que demain, l'alimentation qui sera la nôtre n'aura plus qu'un rapport très lointain avec l'agriculture. C'est-à-dire qu'on va remettre en cause des milliers d'années. Cette première évolution du contenu de l'assiette, elle en masque en fait une seconde, dont on parle beaucoup moins et qui est tout aussi importante à mes yeux. Non plus qu'est-ce qu'on mangera demain matin, mais qu'est-ce que manger veut dire? Comment mangera-t-on? Et là, le maître mot de cette seconde révolution, c'est la déstructuration de la table. On mange de plus en plus n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, n'importe où, et j'ajouterais au regard de l'histoire, avec n'importe qui. Vous verrez que la question de savoir avec qui je partage mon plat est une question essentielle. Cette déstructuration du contenu de la table, elle passe déjà par la désymbolisation de nos aliments. Une table, elle ne doit pas être seulement bonne à manger, mais aussi bonne à penser. Manger chinois, par exemple. Manger chinois, ce n'est pas seulement manger du riz avec des baguettes. Ça, c'est l'apparence. Manger chinois, c'est savoir que chaque plat, de par sa forme, de par sa consistance, de par sa couleur, de par son mode de cuisson, signifie quelque chose. Que par exemple, pour un repas amoureux, il faut obligatoirement partager des mets arrondis, parce que la sphère est le symbole de l'amour. Que pour un repas d'anniversaire, il faut s'offrir des mets allongés, comme de longs vermicelles, parce que c'est une promesse de longévité. Mais il n'y a pas que la table chinoise qui a cette dimension symbolique. Pourquoi avait-on l'usage en France de consommer une bûche au chocolat au moment des fêtes de fin d'année? C'était en fait en souvenir de cette pratique multiséculaire qui consistait à brûler une bûche de bois dans la cheminée au moment des changements d'équinoxe. Et si ce bois qu'on choisissait suffisamment vert et qu'on humidifiait au besoin,
tenait jusqu'au petit matin, c'était une promesse de fécondité pour les femmes et pour la terre. Ça, c'est merveilleux parce que je suis dans l'humain, je suis dans le langage. Avec mes étudiants, ça fait 30 ans qu'on suit l'évolution du repas amoureux. Parce qu'entre nous, quand on est amoureux, on aurait tellement d'autres choses à faire que passer à table, et pourtant on passe à table. C'est bien la preuve que quelque chose d'essentiel se joue là derrière. Repas amoureux traditionnel dans une pizzeria, on commande 2 pizzas différentes, on tranche ces pizzas et on s'échange ces moitiés de pizza. Ça aussi, c'est merveilleux, c'est fantastique, parce que nous sommes dans cette dimension symbolique, parce que nous sommes dans le langage. Je vais maintenant rapidement parcourir avec vous plus de 2 millions d'années d'histoire de l'alimentation. Je crois que c'est important de regarder très loin en arrière pour savoir où on va. Plus je regarde loin dans le passé, plus je peux comprendre le présent et anticiper sur demain. Et vous allez voir que presque tout ce qu'on a dans la tête est faux, parce que tout simplement, nous sommes aujourd'hui des unijambistes en matière de réflexion sur l'alimentation. Nous pensons simplement politique et nouvelle politique agricole. Nous savons globalement ce qu'il faudrait faire pour nourrir demain 7-8 milliards d'humains. Mais ça ne fonctionne pas, puisque nous oublions la deuxième dimension, notre deuxième jambe, qui sont les politiques alimentaires. C'est-à-dire ces questions de symbolique, de ritualité, la table conçue comme un langage. Or, concernant la préhistoire, il ne faut pas déjà avoir une vision misérabiliste de la table dans la préhistoire. Nos plus lointains ancêtres étaient déjà de vrais humains. C'est-à-dire qu'ils ne mangeaient pas seulement pour pouvoir vivre, ils vivaient pour pouvoir manger. Parce qu'ils savaient y trouver du plaisir. Première période, le paléolithique, moins 2 millions d'années à moins 7000 ans. Alors nos plus lointains ancêtres, ils ont d'abord été végétariens. Puis ils sont devenus très vite omnivores. Et ça a été la première rupture dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'une consommation accrue de viande, ça a obligé au partage. Ça a obligé à inventer ce qu'on appelle la logique du don et du contre-don. Il y a une formule qu'aiment beaucoup les préhistoriens, c'est de dire qu'un chasseur ne mange jamais son propre gibier. Et qui dit grande quantité de viande, dit qu'on ne peut pas simplement la partager dans la lignée ou le petit groupe, qu'on est obligé de faire des échanges de groupe à groupe. Cette période, c'est aussi celle de l'invention des premiers banquets de l'humanité, des banquets égalitaires, où chacun, effectivement, mange la même chose. Cette période, c'est aussi celle de l'invention des premiers stocks alimentaires. Les stocks alimentaires, c'est le premier bien commun de l'humanité. On pourrait presque dire c'est le premier service public. Et on sait aujourd'hui que dès le paléolithique, les stocks alimentaires représentent une année de consommation en plus de l'année en cours. Alors comment faisaient nos très lointains ancêtres pour stocker? Il y avait de multiples techniques. On stockait déjà par dessiccation, c'est-à-dire qu'on coupait de très fines lamelles de végétaux et de viande qu'on faisait sécher au soleil. On stockait par congélation. N'oublions pas que la terre et les cours d'eau étaient gelés. On stockait par enrobage de graisse, d'argile, de miel, de sucre des différents arbres. On savait utiliser des herbes ayant une fonction fongicide. La cuisine, au sens noble, elle est née bien avant la maîtrise du feu. Elle est née en fait avec l'assaisonnement. Dès qu'on commence à assaisonner, ça veut dire qu'on cherche du plaisir et qu'on ne cherche pas simplement à se nourrir. D'ailleurs, les spécialistes ne cessent
d'avancer dans l'histoire la date de maîtrise du feu. Quand j'étais étudiant, on nous disait il y a moins 500 000 ans. Maintenant, on considère que c'est au minimum il y a moins 700 000 ans. C'est l'époque où on invente aussi le premier plat de l'histoire de l'humanité, une sorte de bouillon gras. Et cet amour du gras, c'est quelque chose qui a marqué toute l'histoire de l'humanité. C'est très récent qu'on diabolise le gras. Regardez comment mange aujourd'hui un enfant. Il a tendance à écarter avec dégoût tout le gras visible. Je dis bien le gras visible. Cette haine du gras, j'en parlerai plus tard, mais des historiennes anglaises et américaines nous ont montré quand elle est apparue pour la première fois. C'est dans l'Angleterre victorienne, 18e siècle. La haine du gras a accompagné la haine des femmes et de la sexualité. On a voulu finalement interdire toutes les formes de jouissance. Deuxième période, pour aller vite, le Mésolithique. Moins 7000 ans à moins 3000 ans. Le climat devient plus doux. Votre région, par exemple, se couvre de forêts et l'alimentation va pouvoir redevenir végétale. On peut même parler d'une véritable civilisation du végétal. On apprend à travailler les végétaux pour les rendre comestibles avec des lavages prolongés, des techniques de tranchage, de séchage, de rôtissage, de fermentation, de mélange. Deuxième grande rupture à ce moment-là dans l'histoire de l'humanité, c'est le début de ce qu'on nomme les banquets de compétition. C'est-à-dire que la table, l'aliment, devient un bien de prestige et un marqueur de hiérarchie. Regarde, j'ai un plus gros fruit que toi. Et ce regarde, j'ai un plus gros fruit que toi, finalement, c'est une sorte de grand invariant dans l'histoire. Cette période, c'est aussi celle du début de la division de la société. Et je dirais de cette première division a découlé toutes les autres divisions. Le préhistorien britannique Brian Eden a une thèse pour expliquer cette première division de la société. Il parle du triple A en nous disant que les premiers chefs dans l'histoire de l'humanité, ils étaient avides, agressifs, accumulateurs. Je ne suis pas sûr que c'est beaucoup changé. Alors il y a un débat depuis un siècle entre préhistoriens. Comment une infime minorité, les 1% de l'époque, ont-ils pu mettre la main sur les stocks alimentaires? Comment les 99% ont-ils donné les clés de l'alimentation à une infime minorité? Ce qu'on sait, c'est que ce phénomène est parallèle au développement du phénomène religieux. C'est lorsqu'une infime minorité s'est approprié le monopole des premières boissons enivrantes et découvrant l'ivresse, s'appropriant l'ivresse, ils ont prétendu communiquer avec l'au-delà. Et en échange de ce service, on a accepté de leur remettre les clés du coffre, c'est-à-dire les stocks alimentaires. Mais on verra que pendant très longtemps, en compensation en quelque sorte, les puissants auront l'obligation de nourrir les 99%. Troisième période, je vais vite, la table du néolithique. Rappelez-vous vos cours du secondaire, la thèse classique, la sédentarisation aurait permis le développement de l'agriculture et de l'élevage. On sait aujourd'hui que c'est faux. Ce n'est pas ainsi que les choses se sont produites. Parce qu'il existait déjà des sociétés de chasseurs-cueilleurs sédentaires qui stockaient à un endroit parce qu'ils savaient qu'ils allaient repasser quelques mois plus tard. Le passage à l'agriculture n'avait donc rien d'obligatoire dans l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, ce n'est pas la population qui habitait sur place qui est passée du rang de chasseurs-cueilleurs au rang d'agriculteurs et d'éleveurs. On a eu un remplacement de population par des groupes humains venus de ce qu'on appelle l'Europe du centre et de l'Est aujourd'hui, apportant d'ailleurs leur propre cheptel et leur propre variété. Troisième rupture
dans l'histoire de l'humanité à ce moment-là, ça va être tout simplement le renforcement des inégalités, le renforcement de la chefferie, le changement de la symbolique. Avant cette période, les maisons étaient des maisons circulaires, rondes, parce qu'on n'avait pas besoin de beaucoup d'espace. Après, on va être sur une symbolique davantage rectangulaire. C'est aussi la période où va se développer de nouvelles formes religieuses, puisque lorsqu'on devient agriculteur, eh bien, on découvre le cycle de la Renaissance. Chaque année, les végétaux renaissent. Et de cette renaissance des végétaux à la renaissance des humains, le chemin est assez direct. Je voudrais maintenant aborder les tables de l'Antiquité, c'est-à-dire la table de la Mésopotamie, de Sumer, de Babylone. Nous sommes entre moins 3000 ans avant notre ère à peu près 200 après notre ère. Cette période est essentielle pour comprendre encore l'alimentation d'aujourd'hui, parce que c'est à ce moment-là que va s'inventer ce que j'ai choisi d'appeler le séparatisme alimentaire. Depuis cette période, les puissants ne veulent plus manger ni la même chose, ni de la même façon que les autres. À Babylone, on a ceux qui doivent manger accroupis par terre. Il y a ceux qui ont droit à un tabouret. Il y a ceux qui ont droit à une chaise. Il y a ceux qui ont droit à un fauteuil. Il y a ceux qui ont droit à un fauteuil avec des coussins. Il y a ceux qui ont droit à un fauteuil avec des coussins et avec une peau d'animal sauvage. La table est un langage. La table permet de dire la division de la société. Et je voudrais vous montrer en quoi notre table aujourd'hui reste encore tributaire des tables de l'Antiquité, de l'Égypte, de la Grèce et de la Rome. Dans l'Égypte antique, il y avait un seul hiéroglyphe, un seul dessin pour dire manger et parler. Les vieux Égyptiens avaient découvert le lien entre les deux oralités quelques millénaires avant Freud. Et ils vont donc inventer des centaines de symboles alimentaires. Il y en a plusieurs qui sont passés, y compris dans notre culture. Dans l'Égypte antique, le pain est considéré comme le symbole de la vie éternelle. Et il existe des centaines de variétés de pain, et on doit manger tel pain et pas tel autre pour dire telle chose, à tel moment. Et pour les grandes occasions, pour les grandes fêtes, on va mélanger à la farine de la poudre minérale, c'est-à-dire de la pierre concassée. Parce que rien n'est plus dur que la pierre. Manger de la pierre, c'est manger l'éternité. C'est peut-être mauvais pour les dents, et les momies ont les dents abîmées, mais c'est bon pour l'esprit. Et puis, dans l'Égypte antique, on va faire aussi du vin le symbole de l'humanisation. Les dieux égyptiens, contrairement aux dieux grecs et aux dieux romains, sont réputés ne pas aimer l'alcool. Donc boire du vin, c'est rappeler aux humains quelle est leur place entre les dieux et les animaux. Les dieux et les animaux ne buvant pas de vin. Donc il y a des centaines de symboles qui permettent de se construire socialement, culturellement, politiquement, à travers sa table. Je vais vite. La Grèce antique. En Grèce antique, de la même façon qu'en vieil égyptien, il y avait un seul mot pour dire manger et parler, en grec ancien, il y a un seul mot pour dire manger et partager. Je mange égale je partage. Il y a donc une obligation de partager. Si vous êtes surpris en train de manger seul, c'est le déshonneur. Et le déshonneur dans ces sociétés, ça ne pardonne pas. C'est soit l'exil, soit le suicide. Mais les Grecs anciens, ils n'étaient pas stupides. Ils savaient bien que des fois, on ne pouvait pas faire autrement que se nourrir seul. Donc, ils faisaient une distinction entre la nutrition qui ne concerne que le corps biologique et qui est finalement notre dimension animale, et l'alimentation qui concerne le corps politique, le corps social.
Si je suis obligé de me nourrir seul, j'étais obligé de manger debout, obligé de manger froid et obligé de manger des restes. Mais pour un grec, ça ne comptait pas. Je nourrissais l'animal qui était en moi, mais pas les vraies dimensions qui font un humain. La table grecque, elle était partagée en deux temps. Premier moment, c'est ce qu'on appelait le deptnon, et qui concernait les aliments solides. Ça devait obligatoirement avoir lieu avant le coucher du soleil. Parce que tout ce qui est solide était considéré comme masculin, donc relevant du principe solaire. Il y avait trois types d'invités au repas. On devait afficher les jours où on organisait un repas chez soi, à la fois sur sa porte et au forum. Il y avait trois types d'invités obligatoires. Il y avait d'abord, bien sûr, celui qui invitait et sa famille. Il y avait ses amis. Et troisième catégorie, beaucoup plus intéressante. Le mot est resté en langue française avec un sens un peu dévié. C'est ce qu'on appelait à l'époque les parasites. Les parasites, c'était des individus dont le métier, dont la fonction était de s'inviter à manger chez vous. Parce que manger avec quelqu'un qui a une tête qui vous revient, ça, tout le monde en est capable. Mais manger avec n'importe qui, c'est beaucoup plus méritant. Donc, premier moment du repas, je l'ai dit, c'était consacré aux aliments solides, ce n'était pas le plus important. Rappelez-vous les représentations des banquets, des repas dans l'Antiquité, on mangeait allongé. Alors pourquoi ça? Nous, on croit que lorsqu'on mangeait allongé, c'était pour être plus peinard, pour être plus tranquille. Oui, ça c'est notre façon, nous, de concevoir les choses. Mais ce n'est pas ça du tout. Les Grecs anciens, et en fait dans toute l'Antiquité, on considérait que lorsqu'on était allongé, cela détendait les muscles du dos. Ça, c'est plutôt vrai. Et ils en déduisaient, ça c'est moins sûr, que ça libérait l'esprit. Si on mangeait allongé, c'était pour pouvoir penser. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde n'avait pas le droit de manger allongé. Les femmes n'avaient pas le droit. Les enfants n'avaient pas le droit. Les esclaves n'avaient pas le droit. On ne nous dit pas qu'une femme ne pouvait pas penser, on nous dit qu'il ne fallait surtout pas qu'elle pense. Alors il y avait un certain nombre de groupes minoritaires, comme les pythagoriciens, où les femmes étaient admises au banquet allongé. Mais c'était des groupes minoritaires, non représentatifs. Donc premier moment, avant le coucher du soleil, le deptnon, consacré aux aliments solides. Deuxième moment, beaucoup plus important pour un grec, c'était le symposium. Le mot est resté là encore en langue française. Un symposium, c'est une grande réunion, une grande convention. Le symposium, c'était le moment consacré à la circulation du vin et de la parole. Les deux étaient indissociables. Circulation du vin et circulation de la parole. Vous savez que dans toute l'Antiquité, la Gaule exceptée, j'en parlerai, on mélangeait toujours l'eau et le vin. Et nous nous imaginons que c'était parce que le vin était mauvais. Eh non, pas du tout. On a les textes de l'époque. Si on mélangeait l'eau et le vin, c'était pour une raison politique, pour rappeler l'obligation du métissage. Il n'y a pas de société sans métissage. Tout était pensé. Par exemple, lorsqu'on organisait des grands banquets, il y avait une obligation de ce qu'on appelait la cuisine du sacrifice. On allait tuer des animaux. Mais si on découpe des animaux pour les manger, il y a un risque, c'est qu'il y ait des morceaux nobles et des bas morceaux. C'est pas très démocratique. Donc, les Grecs anciens ont réfléchi sur ce que pouvait être le plat démocratique par excellence. C'était forcément de la viande, mais sous forme de fricassé. Parce que dans la fricassée, tous les morceaux rectangulaires s'équivalent. Et manger de la fricassée, c'est une façon de dire l'égalité. Donc, durant le symposium consacré à la boisson, on ne buvait pas n'importe comment. Non seulement, je l'ai dit, on buvait de l'eau, enfin du vin mélangé avec de l'eau, pour dire l'obligation de métissage, et on buvait en trois temps. On apportait déjà ce qu'on appelait un cratère, qui était un énorme récipient dans lequel il y avait du vin. Alors pourquoi appelait-on ça un cratère? Le cratère, c'est de là d'où jaillit la lave. Et c'est du cratère où il y a le vin que va jaillir aussi la pensée.
Ce premier cratère qui permettait de faire une dizaine de coupes, chacun, était bu en l'honneur des dieux. Puis, quelques heures après, on apportait un deuxième cratère qui était bu cette fois en l'honneur des héros, des grands hommes. Puis, quelques heures après, on apportait un troisième cratère qui était bu en l'honneur des homoi, c'est-à-dire des simples humains. Donc la table permettait d'exprimer quelque chose, de transmettre un contenu. La table romaine, pour aller vite, les Romains, bien sûr, vont reprendre beaucoup aux Égyptiens et aux Grecs, mais il n'y a jamais eu aucune civilisation dans l'histoire qui a autant dépensé pour sa table que les Romains. Les Italiens sont restés de vrais obsédés de la table. C'est la raison pour laquelle c'est en Italie qu'est né le mouvement slow food, par opposition au néfaste food. Les Romains vont mettre au cœur de la cuisine le partage, mais le partage du plaisir. La table ne doit pas seulement permettre de dire l'égalité, elle doit être plaisante. À tel point que les Romains vont dépenser des sommes considérables pour l'alimentation. Et on va donc être obligé de prendre des lois qu'on appelait des lois somptuaires. Des lois visitant à limiter les excès en matière d'alimentation. Pour un repas de mariage, c'est tant d'argent, c'est pas plus. Pour un repas avec des amis, c'est telle place et pas telle autre. Mais si on fait des lois, on est d'accord, c'est pour les faire appliquer. Donc on va créer des brigades de police spécialisées. Vous êtes tranquillement chez vous en train de passer à table, ça tape à la porte, c'est une descente de police. Et on vient vérifier le contenu de vos assiettes. Alors bien sûr, nous, ça nous choque. Parce que nous avons perdu l'habitude de considérer que la façon dont on mange engage les autres et engage la société. Alors si on était surpris en train de manger ce qu'il ne fallait pas, c'était une peine d'amende, et s'il y avait récidive, ça pouvait être une peine de prison. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est que les Italiens ne cesseront jamais de tricher. Et que pour cela, ils vont faire réaliser des progrès extraordinaires à la science culinaire, en développant d'un côté ce qu'on appelle la cuisine des supercheries. Ils vont donner la forme, l'apparence, le goût de choses interdites à des choses autorisées. Il y a à peu près le tiers de l'année où on n'avait pas le droit de manger d'huîtres, eh bien, ils savaient fabriquer des fausses huîtres dans des coquilles, avec des champignons. Il y a encore quelques chefs italiens qui maîtrisent ces techniques, et je peux vous assurer que même lorsqu'on est informé, c'est totalement trompant, tellement c'est bien fait. Et puis ce que l'on doit également à la Rome antique, c'est à la fameuse devise maxime que vous connaissez, du pain et des jeux. C'est-à-dire le fait que la République, l'Empire, doivent donner gratuitement de quoi manger à la population. Alors quand on nous parle de cette maxime, on le fait toujours un peu avec condescendance, comme on le fait aujourd'hui quand on parle d'assister. Mais compte tenu de ce qu'était la société romaine, on ne pouvait pas faire mieux en matière de service public. D'ailleurs, quand on dit qu'on donnait le pain gratuitement à tout le monde, c'était pas que le pain. C'était le pain, les légumes, la viande. Et on a eu un débat pendant presque 2 siècles. Faut-il, avec des manifestations de rue, faut-il aussi donner le vin gratuitement? Et les puissants ont dit non, il ne faut pas exagérer, on leur donne déjà l'eau gratuite avec les aqueducs et les fontaines, le vin, il doit être payant. Alors bien sûr, il y avait une contrepartie malheureuse. C'est que cette gratuité de l'alimentation n'était possible que parce qu'il y avait un pillage des colonies romaines, et notamment de l'Afrique du Nord, d'où la guerre de Carthage. Mais on avait posé quelque chose qui va se développer dans l'histoire de l'humanité. C'est l'idée que chacun a droit à pouvoir manger à sa faim. Pour aller vite, la table gauloise. Le vrai scandale dans l'Antiquité, c'est pas que les Gaulois boivent leur vin pur. C'est-à-dire, ils boivent le vin à la façon de la bière. Le vrai scandale, c'est que les Gaulois, qui sont à l'époque les meilleurs éleveurs et les meilleurs agriculteurs, sont demeurés en même temps des chasseurs et des cueilleurs. C'est-à-dire qu'ils vivent 2 périodes historiques en même temps. D'où une autonomie extraordinaire. C'est-à-dire que le peuple n'a pas besoin, autant qu'ailleurs, des services de l'État et des puissants. La Gaule, à l'époque,
ça repose sur une fédération de tribus. Et pour pouvoir être élu chef, il faut nourrir le peuple. Et on a des princes qui vont nourrir leurs électeurs pendant 3 mois, 6 mois, une année pleine, pour pouvoir être désignés. Et c'est à ce moment-là que va se mettre en place quelque chose de malheureux, mais qui dure jusqu'à notre jour. C'est l'obligation de gaspillage. On sait que lors des grands banquets gaulois, plus de la moitié des bêtes abattues étaient enterrées sans être découpées. On sait que plus de la moitié des amphores étaient enterrés sans être bu. Gaspiller, c'est montrer sa puissance. Gaspiller, c'est montrer son pouvoir. Mais est-ce que ça a beaucoup changé? Quand vous pensez qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, nous gaspillons encore 36% de l'agriculture à tous les stades de la production, de la ferme à chacun dans son frigo, c'est bien une façon pour nous, gens du Nord, des pays riches, de pouvoir dire, nous, on peut se le permettre. Et pas vous. Autrement dit, ça ne va pas être si simple, peut-être, d'en finir avec le gaspillage, parce que le gaspillage exprime aussi notre puissance. Mais lorsqu'on en est conscient, on pourra peut-être plus facilement. Je continue à remonter rapidement l'histoire. Après les Gaulois, les Mérovingiens. Rappelez-vous, ceux qui, comme moi, ont les tempes un peu grisonnantes, les images qu'on nous montrait à l'école primaire des rois feignants. Ces rois mérovingiens tirés dans une charrette par des bœufs. Oui, le bœuf, c'était le symbole du pouvoir. Moi, j'aurais beaucoup aimé être mérovingien. J'aurais beaucoup aimé être mérovingien parce que c'était une période d'abondance, de diversité alimentaire. On mangeait 4 fois par jour. Et puis également parce que le mérovingien, il aimait manger, mais il mangeait différemment des autres peuples. Déjà, les mérovingiens, ils mangeaient assis à table, autrement dit, à la façon des femmes et des esclaves. Le mérovingien, il partageait son repas avec son épouse et ses enfants. C'est-à-dire qu'on était sur un modèle qui n'était pas tout à fait aussi, il l'était quand même, mais quand même pas tout aussi macho et patriarcal que dans les autres peuples. Malheureusement, ça va mal finir. Parce que l'Église catholique, qui se développe ailleurs, va s'allier avec le seul peuple non chrétien qui existe alors, les Francs, pour pouvoir vaincre le paganisme gaulois, qui était celui des Mérovingiens. Et pour cela, l'Église va changer sa propre conception de l'alimentation. Vous connaissez bien sûr le péché de gourmandise. Traditionnellement, en théologie, le péché de gourmandise, c'est le fait de faire de son ventre son propre Dieu. C'est une sorte de fétichisme comme les autres. Eh bien, pour pouvoir s'allier avec les puissants, l'Église va faire une autre lecture du péché de goula, de gourmandise. Le péché de gourmandise, ça ne veut plus dire manger plus que de raison, ça veut dire envier la table des autres. Le puissant, il peut s'empiffrer, il peut manger autant qu'il veut. Il y a une seule contrainte, il doit le faire silencieusement. C'est-à-dire qu'on doit écouter la lecture de textes sacrés. Et les gens du peuple, les vilains, les 99% de l'époque, eh bien eux, ils doivent manger une alimentation de pauvres. Ils ne doivent surtout pas envier la table des riches. Ce qui va nous donner, bien sûr, la table féodale. Au moment du féodalisme, on a une table qui est organisée en fonction de la représentation du cosmos, qui est celle de l'Église. Tout ce qui pousse dans la terre, les racines, comme des radis, c'est plus proche de l'enfer. Donc c'est bon pour les moins que rien, pour le petit peuple. Ceux qui poussent juste sur la terre, comme des salades, c'est un peu mieux que les racines, mais c'est encore bon simplement pour le peuple. Les animaux qui courent sur la terre, c'est mieux que les végétaux,
Mais c'est quand même moins bien que les animaux qui volent. Et plus un animal, plus un oiseau vole haut, plus il est proche du ciel et donc proche de Dieu et du paradis. Et donc on a toute une représentation, toute une grammaire de la table. Et là encore, on va le voir, il va falloir demain aller vers une alimentation moins carnée. Mais ça ne sera pas si simple. Parce que pendant des milliers d'années, on a voulu interdire aux pauvres de manger de la viande. Et je dirais qu'il y a une sorte de mémoire archaïque qui est toujours là pour nous dire, attention, quel mauvais coup on est en train de nous préparer. Je voudrais vous montrer aussi que notre table actuelle est toujours tributaire de 3 coups politiques extraordinaires qui ont eu lieu avec la philosophie des Lumières, avec la monarchie absolue et avec la Révolution française. Dans la philosophie des Lumières, on a la chance d'avoir l'encyclopédie de Diderot, où tous les articles concernant l'alimentation ont été rédigés par la même personne, le chevalier de Jaucourt. Et le chevalier de Jaucourt, et c'est la position de la philosophie des Lumières, c'est de dire que la bonne alimentation, c'est l'alimentation du peuple. Les puissants, c'est trop chichiteux. Les puissants, ils ne savent plus réellement ce que manger veut dire. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchent à en mettre plein la vue des autres. Ils cherchent la table la plus chère possible. Donc la bonne table, c'est la table populaire. Dans l'encyclopédie, on va aussi trouver le refus de la viande, mais avec un sens différent, nouveau. Si on refuse de manger de la viande, c'est parce que la viande est le symbole de la violence, de toute violence. Dans la philosophie des Lumières, on trouve aussi l'amour de la pâtisserie. Alors ça, suivez le raisonnement, vous allez voir, c'est pas si simple, mais ça se tient. On considère à cette époque que la pâtisserie, c'est une branche de l'architecture. Parce que la pâtisserie comme l'architecture, ça permet d'avoir des formes parfaites qu'on ne peut pas avoir ailleurs en cuisine. Donc la pâtisserie, c'est une branche de la géométrie, une application de la géométrie. Et rappelez-vous ce qui était marqué à l'entrée des temples de philosophie dans la Grèce antique, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Si on mange de la pâtisserie, c'est pour manger de la rationalité. Si on mange de la pâtisserie, c'est pour envoyer promener les curés. L'obscurantisme. C'est pour dire la puissance de la raison humaine contre l'obscurantisme religieux. La table monarchique, Louis XIV, le roi soleil, qui se veut le centre du monde. La France a une architecture, on a une langue, on a une musique, on a une danse, mais on n'a pas de cuisine. Lorsqu'on veut bien manger à l'époque, on mange italien. Ça fait des ordres. Donc Louis XIV va convoquer une commission de spécialistes, plus de 150 personnes, des agronomes, des philosophes, des théologiens. Il va leur dire, inventez-moi la cuisine française. Et ça donnera quoi ? Eh bien, ça va donner, je simplifie, mais sans trahir, cuisine française égale cuisine italienne plus l'art des sauces. L'importance des sauces. Ça va être aussi l'importance, j'en ai déjà parlé, de la pâtisserie. Ça va être aussi l'invention du champagne. On a besoin d'un vin différent pour la cour, pour dire la puissance de la monarchie. Et la Révolution française, eh bien la Révolution française, elle va essayer de mettre ça en application. Et ça va se faire en plusieurs temps. Avant la Révolution française, on adorait ce qu'on appelait la cuisine du mélange, sucré-salé. Les mélanges sucré-salé, c'est peut-être bon hein, pour le palais, mais ça ne se pense pas. On ne peut penser que des oppositions. Après la Révolution française, on mangera sucré ou salé, mais pas les deux en même temps. Avant la Révolution française, on adore ce qu'on appelait la cuisine du tiède. Plus ou moins chaud, plus ou moins froid. Là encore, c'est peut-être plaisant, mais ça ne se pense pas. Et on va donc adopter le principe du repas ternaire. Entrée, plat principal et dessert. Condorcet disait, il faut marier la république du ventre avec la république du cœur, c'est-à-dire du sentiment, et la république de la raison. Et la Révolution française va donner
comme consigne aux maîtres d'école d'apprendre aux enfants à lire et à écrire. Ça, c'est nouveau, hein. Avant la Révolution française, les enfants du peuple, ils apprenaient simplement à lire. Seuls les enfants de la bonne société apprenaient à écrire, puisque écrire n'est utile que si on doit donner des ordres, pour transmettre des ordres. Or, le peuple, lui, il a besoin de savoir lire des ordres, pas d'en écrire. Donc après la Révolution française, on apprend à lire et à écrire, on apprend à compter, et on apprend à différencier les saveurs. Le sucré, le salé, l'amer, etc. Parce qu'il y a cette idée que si on apprend à différencier les saveurs, cela va développer la capacité de jugement. Et la capacité de jugement développée à table, on pourra la faire fonctionner, y compris dans le domaine politique. Si les gens mangent bien, ils voteront mieux. Si on voulait utiliser un slogan un peu anachronique, mais qui était tout à fait dans l'esprit, et qui est un peu aujourd'hui quand même la base de mouvements comme Slow Food. La Révolution française va aussi bien sûr adopter la fameuse loi du maximum. Les aliments ne doivent pas dépasser un certain prix. Autrement dit, l'alimentation n'est pas une marchandise comme une autre. Mais le problème, c'est que la Révolution française, qui a bien commencé par certains aspects, va très mal finir. Et la Révolution française va reprendre ce qui avait déjà été commencé sous la monarchie absolue, c'est-à-dire le fait d'arracher des millions et des millions de châtaigniers en France. La châtaigne, c'était ce qu'on appelait le pain de bois. C'était l'alimentation populaire par excellence, mais non pas imposée au peuple, revendiquée par le peuple. Et je me suis amusé pour mon bouquin de prendre les textes de l'époque. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit la châtaigne, c'est une alimentation de feignants. Parce qu'il n'y a pas besoin de perdre sa vie à bosser, à trimer, pour pouvoir se nourrir. Donc, si on laisse les gens se nourrir avec des châtaignes, ils deviendront effectivement des feignants. On nous dit la châtaigne, c'est une alimentation qui remet en cause l'opposition naturelle entre les hommes et les femmes. Parce que pour pouvoir ramasser des châtaignes, il n'y a pas besoin d'avoir des gros muscles. On nous dit aussi la châtaigne, c'est une alimentation révolutionnaire, puisque ça libère du temps. Temps de loisirs, temps pour aller dans les cafés. Qu'est-ce qu'on fait dans les cafés ? On discute. Et on parle de quoi ? De politique. Et donc on va envoyer des régiments pour arracher ces millions de châtaigniers. Et il y aura des dizaines de milliers d'arrestations. Il y aura des centaines de personnes exécutées parce que le peuple ne se laisse pas faire. Il défend ses châtaigniers et à travers ses châtaigniers, il défend sa façon habituelle de manger, ses traditions culinaires. Et on va imposer à la place de la châtaigne la pomme de terre. Alors l'histoire de la pomme de terre, elle est très intéressante. Parce que la pomme de terre, elle a d'abord été monarchique, avant de devenir républicaine. La pomme de terre, elle est d'abord introduite par Turgot pour prouver que la révolution agricole viendra par les hommes de bien, c'est-à-dire les hommes qui ont de la propriété. Et on crée l'obligation d'en planter. Donc la pomme de terre, mais la pomme de terre, je dirais, c'est l'alimentation voulue par les puissants, mais pour le peuple. En Angleterre, à l'époque, on dit que la pomme de terre, c'est bon pour les Irlandais et les cochons. Et en France, on dit que c'était bon pour les cochons et les Bretons. Donc la pomme de terre, c'était l'aliment conçu par les puissants pour le petit peuple. Donc la Révolution française, elle ne peut pas reprendre telle quelle la pomme de terre monarchique. Et donc on va inventer, ça va durer un certain temps, une façon républicaine de manger de la pomme de terre sous forme de pain. Et on va faire un mélange, un tiers de farine de froment, un tiers de farine de seigle, un tiers de pommes de terre. Le 19e siècle. Le 19e siècle, c'est le siècle de la bonne chère pour une infime minorité de la population. Le 19e siècle, le mot n'existe pas encore, mais c'est le siècle de la malbouffe, mais de la malbouffe imposée par les puissants. Alors, au 19e siècle, on refait à nouveau l'éloge du végétarisme, mais non pas pour refuser la violence. On refait l'éloge du végétarisme en disant on va quand même pas gaspiller des bonnes terres et de la bonne viande
pour des gueux. Au XIXe siècle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le moment où on va se mettre à diaboliser le gras. Et à travers la diabolisation du gras, c'est la diabolisation des femmes et de la sexualité qui est en jeu. Et puis le XIXe siècle, c'est le moment où on va vouloir faire manger des substituts alimentaires au peuple. Vous connaissez sans doute Paul Lafargue, le gendre de Marx, l'auteur du fameux bouquin « Le droit à la paresse ». Lafargue a écrit un autre petit bouquin sur les substituts alimentaires. Vous pouvez le télécharger sur Internet. Il explique comment, à l'époque, on veut faire manger notamment des os au peuple. C'est la grande période de l'océtine, de la gélatine, des bouillons de fausse viande. Le baron de von Liebing, la marque existe toujours, qui commercialise des substituts de viande pour les pauvres, de la fausse viande. C'est le siècle des falsifications, avec du pain dit économique, du pain où il y a n'importe quoi, sauf de la farine, de la falsification de viande, du vin également, du vin sans raisin. Le siècle de la malbouffe, imposé au peuple. Le XXe siècle, ça a été le siècle de la Révolution verte. Et on nous dit toujours, grâce à la Révolution verte, c'est grâce au productivisme agricole, on a pu nourrir la France et on a pu nourrir l'Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas pu nourrir la France et l'Europe autrement. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas pu nourrir la France sans non seulement détruire la paysannerie, et sans détruire les sols. La Révolution verte, elle a généré un monde avec toujours moins de paysans. Et le grand débat aujourd'hui, c'est de savoir comment on va pouvoir nourrir 8 à 10 milliards d'humains. Alors il y a finalement deux stratégies. La première stratégie, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ceux qui disent on va dans le mur, mais il faut sauter par-dessus le mur. Aller vers toujours plus de biotechnologie alimentaire. Et c'est là où il y a peut-être deux dangers qui nous menacent aujourd'hui et qu'on ne réfléchit pas suffisamment. Le premier danger, c'est le découplage de l'alimentation et de l'agriculture. D'aller vers un monde sans paysans. Vous connaissez la ferme des 1000 vaches. Mais c'est de l'enfantillage, du babillage. Aujourd'hui, on a des fermes avec 50 000 vaches. On a un projet comme le projet Delta Park, une ferme à elle seule capable de nourrir 1 million de personnes. Et on nous dit c'est super écolo. C'est super écolo parce qu'une partie de l'énergie serait obtenue par la fermentation des excréments d'animaux. Et puis, le deuxième grand danger, c'est le développement d'une agriculture sans élevage, mais avec l'apogée des biotechnologies alimentaires, avec des substituts biotechnologiques aux productions animales. Et vous connaissez le principal investisseur mondial dans ce domaine-là, c'est Bill Gates. Bill Gates, c'est l'homme qui dépose le plus de brevets au monde pour faire des ersatz de poulet sans poulet, pour faire du substitut de fromage composé d'amidon, pour fabriquer de la viande à partir de cellules souches embryonnaires de dinde ou de bovin. Il y a une alternative, parce qu'il est évident qu'il faut en finir avec la souffrance animale. Il est évident qu'il va falloir aller vers une alimentation moins carnée. Mais je crois que c'est en regardant davantage du côté des travaux, par exemple, de Jocelyne Porcher, qui nous dit qu'il faut rentrer dans une logique du don et du contre-don. Offrir de bonnes conditions d'élevage en échange de la viande, ce qu'une alternative est possible. Moi, je suis convaincu qu'il est possible de nourrir 8, 9, 10 milliards d'humains et de le faire de telle façon que ce soit encore davantage plaisant qu'aujourd'hui. Alors déjà, il faut miser sur 1,5 milliard de petits paysans et non pas sur 400 000 agromanagers. Il faut rendre à la table sa dimension culturelle, sociale, politique. L'alimentation est un fait social total qui s'adresse à notre corps biologique, à notre corps social, à notre corps politique, à notre corps écologique, à toutes nos dimensions. Et puis et je terminerai là-dessus, j'aurais tendance à dire que la grande chance que nous avons en France, c'est l'importance
de la restauration qu'on appelle sociale. Restauration scolaire, restauration d'entreprise, restauration hospitalière, c'est plus d'un repas sur deux. C'est-à-dire qu'avec un minimum de volonté politique, en modifiant le cahier des charges du Code des marchés publics, on pourrait faire de cette restauration sociale un levier pour réussir la transition écologique. Moi, je suis pour le retour en régime municipal de la restauration scolaire. Mais si on revient en régime municipal, ce n'est pas pour faire la même chose que la Sodexo. C'est pour aller vers une alimentation faite sur place et servie à table. La Commission nationale des cantines scolaires nous le dit de façon très nette. Aujourd'hui, dans un collège, lorsque vous avez une cafétéria, le temps moyen du repas, c'est environ 15 minutes. La norme officielle est de 30 minutes. En 15 minutes, qu'est-ce que j'ai le temps de faire? Je fais le plein de nutriments, comme je fais le plein d'essence avec ma voiture. Mais il n'y a rien d'humain qui peut se construire. Donc alimentation faite sur place, servie à table. Et puis il faut aller vers une alimentation relocalisée. Pensez... alors ça, la CIA, c'est rare que je cite la CIA, mais la CIA a classé l'alimentation comme problème de sécurité mondiale depuis qu'ils ont découvert que l'agriculture mondiale consomme aujourd'hui plus de calories qu'elle en apporte. Ça, fallait quand même y arriver. Hein. C'est-à-dire que dans toute l'histoire de l'humanité, l'agriculture produit des calories, elle n'en bouffe pas. On marche sur la tête. Donc, il faut aller vers une alimentation relocalisée. Le pot de yaourt que vous mangerez ou que je mangerai peut-être ce soir, à travers l'ensemble de son composants, il fait en moyenne, d'après les dernières estimations, 7800 km. Donc, quand on parle de relocalisation, c'est un vrai enjeu. Il faut aussi une resaisonnalisation de la table. Il faut aller vers une alimentation moins carnée. Je dis bien moins carnée. C'est-à-dire que le fait d'être végétarien, végétalien, végan, c'est un choix individuel tout à fait responsable et tout à fait digne. Mais le projet politique, c'est d'aller vers une alimentation moins carnée, qui peut passer dans les cantines par le fait d'avoir un jour par semaine un repas végétarien. Demain, on choisira peut-être d'aller vers 2 ou 3. Mais ça, c'est aux gens de décider. Il faut aller vers une alimentation moins gourmande en eau. Il faut aller vers une alimentation assurant la biodiversité. Si je dois avoir des petits pois sur la carte de la cantine, au lieu d'avoir toute l'année la même variété de petits pois, eh bien, il faut en avoir 5 ou 6. Et puis j'ajouterais qu'il faut aller vers une restauration, notamment scolaire, gratuite. Parce que la gratuité de la restauration scolaire est non simplement une façon de faire le plein, donc de créer un marché suffisant pour pouvoir modifier les pratiques alimentaires et agricoles, mais parce que l'alimentation, ça fait partie de la culture, ça fait partie de l'éducation, au même titre que les mathématiques, que la philosophie ou que les langues étrangères. Alors on a quelques expériences en France de gratuité de la restauration scolaire, mais on a plusieurs pays, la Suède notamment. La Suède, depuis 13 ans, tous les enfants d'âge scolaire mangent gratuitement à l'école. Là-bas, c'est possible, chez nous, il paraît que ça ne l'est pas. Et bien sûr, une des conséquences, c'est non simplement des repas mieux équilibrés, c'est aussi, j'allais dire, des rapports humains meilleurs, dans le cadre des établissements, moins de violence. Et puis, c'est aussi une plus grande aptitude à réussir la transition écologique. Alors, lorsque je parle de gratuité de la restauration scolaire, j'aurais pu parler aussi de gratuité des transports en commun, de l'eau vitale, de l'énergie, des services culturels, des services funéraires. C'est toujours une gratuité construite. L'école publique est gratuite, mais elle est payée par nos impôts. Donc il s'agit d'une gratuité économiquement construite, d'une gratuité politiquement construite. C'est les gens qui choisissent. Pourquoi est-ce qu'on paye aujourd'hui son eau le même prix pour faire son ménage et pour remplir sa piscine privée? Il faut aller vers la gratuité du bon usage.
ce qui est écolo, et le renchérissement, voire parfois l'interdiction du mésusage. Eh bien, je suis convaincu que nous avons aujourd'hui la capacité, pour non simplement nourrir 10 milliards d'humains, et là-dessus, les grands organismes internationaux sont tout à fait cohérents. Quand on dit qu'il faut assurer le droit à l'alimentation, il ne s'agit pas de généraliser ce que l'INSERM avait inventé sous le nom de Vitapoche, c'est-à-dire des pastilles apportant tous les nutriments nécessaires. Le droit à l'alimentation, c'est le droit aussi de choisir son alimentation en fonction de ses traditions, de sa culture, de son patrimoine. Et c'est là où la notion de souveraineté alimentaire est essentielle. Parler de souveraineté alimentaire, c'est bien sûr dire que notre alimentation doit être suffisamment bonne sur le plan biologique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais c'est dire aussi que l'alimentation doit être bonne sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan biologique. Or, et je termine là-dessus, trop souvent, y compris, il ne faut pas le cacher, dans les milieux de l'écologie, dans les milieux bio, on a tendance à considérer que l'essentiel, c'est simplement le produit. Avoir une conception chosiste de l'alimentation et oublier tout ce qui se construit autour. Je vais prendre un dernier exemple pour me faire comprendre. Ça va bientôt être les fêtes de fin d'année. Il n'y a que 3 façons de manger pour faire la fête. Soit on sait qu'on va manger tel plat pour dire telle chose. Nous sommes un certain nombre à commémorer chaque année la décapitation de Louis XVI en mangeant une tête de bœuf, une tête de veau. Dimension symbolique. Si la table n'est plus un langage, il n'y a que 2 façons de faire la fête. Soit de faire bonbons, de manger plus de raisons, de gaspiller, soit de se porter vers les aliments les plus chers. Et il est évident que dans ce cas-là, on est nécessairement perdant. Donc il faut reconstruire collectivement la table comme un langage pour qu'elle soit à la fois bonne à manger et bonne à penser. Voilà, je vous remercie pour votre patience. Alors, ce que je vous propose maintenant, je crois qu'il y a un deuxième micro où on prendra celui-là. Moi, j'ai beaucoup parlé, c'est que maintenant la parole circule pour des compléments, des remarques, des objections, des questions, et puis je rebondirai une fois ou deux simplement. Mais voilà, que la parole soit à la salle. Vous m'entendez? Si, ça marche. Bon, bon, excusez-moi, je commence. Oui, allez-y. Donc, je ne sais pas s'il y a un interrupteur, parce que comme ça serait mieux si tout le monde était... Bon. J'ai trouvé excellent l'exemple des châtaignes qui, pas pour la fainéantise, mais le fait ça me fait penser à la permaculture où il n'y aurait plus besoin de faire beaucoup d'efforts. Et ça m'amène à l'alimentation idéale. Pour moi, c'est le frutarianisme, c'est de manger que des fruits. Parce que c'est ce qu'on obtient le plus facilement, c'est ce qui est le meilleur. C'est la seule vraie nourriture pour moi, puisque c'est la seule nourriture qui n'est pas le corps d'un être vivant. Si on va dans la symbolique, comme vous avez dit. Donc, je voulais savoir si... qu'est-ce que vous pensez quand vous avez parlé de Porcher? Alors moi je veux bien que dans une période de transition, en allant vers moins de viande et peut-être l'abolition à plus ou moins à long terme, je veux bien qu'il y ait une période de transition. Mais quand ça va jusqu'à faire la guerre aux véganes, et c'est-à-dire que les véganes c'est l'agro-industrie,
c'est ce qui a été dit dans des milieux qui défendent la bonne viande qui a été élevée de façon traditionnelle en ayant soin de la bête. Et puis après, on la tue pour la manger quand même. Donc voilà, il faut savoir ce que vous en pensez de ces gens qui disent que carrément, ils ont été jusqu'à dire que les véganes sont pour l'agro-industrie. Alors je ne sais pas si c'est pour du transhumanisme ou si c'est pour la viande in vitro, etc. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Question, remarque, complément. Hein. Alors, de mémoire, je prends des notes au fur et à mesure. Je réagirai après. De mémoire, à propos de la châtaigne, je crois, mais vous confirmerez peut-être, que c'est ce qui a donné la légende, comme quoi les Corses sont des feignants. Parce qu'en fait, en Corse, il y a énormément de châtaigniers. Et donc, il n'y avait pas besoin de travailler beaucoup pour se nourrir. Oui, donc, oui, bon, je sais pas si ça marche. Oui, donc bonsoir, je voulais savoir, par rapport à l'apport par rapport à... Non, il marche. Ah, bon, allô, je sais pas si... Oui, par rapport aux insectes, ah bah voilà, ça marche. Donc, par rapport aux insectes, parce qu'il y a quand même beaucoup de bénéficiations qui ont survécu grâce à l'apport des insectes. Enfin, je parle en Afrique, je parle en Australie, je parle... Pardon, excusez-moi. Je disais, oui, j'ai été étonné durant l'histoire de l'humanité, il y a aussi que la culture donc, par rapport aux insectes, c'est ce que je disais, par rapport en Afrique ou en Australie, voilà, et bon, maintenant on commence à y revenir, mais je ne sais pas si même si on fait tout ce qu'il faut pour une alimentation équitable et saine pour tout le monde, est-ce que cette productivisme humaine, entre guillemets, enfin le fait de faire de plus en plus d'humains, est-ce que ça nous est finalement nécessaire, quoi. Enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a un moment, la planète elle va pas pouvoir du coup donner les ressources pour faire 14, 20, 30, 40 milliards d'êtres humains. Enfin, je veux dire, donc il y a bien un moment, il va falloir qu'on se dise, bon, il va falloir limiter le nombre d'êtres humains parce que bon, à la vitesse où on va, c'est, je sais pas, enfin bon, c'est une interrogation. Hein, Je crois que sur la surpopulation, tout le monde connaît le problème et personne n'a la solution. C'est ça le gros problème. Merci, on se régale, c'est le mot de le dire. Moi, je vous écouterai pendant 4 heures. Mais il y a quand même une chose formidable, ce que vous avez raconté sur la pâtisserie. J'ai un petit-fils qui est autiste, qui a 12 ans, et le CESAD, qui est l'organisme de coordination pour leur donner des façons de récupérer, leur font faire des stages de pâtisserie. Et j'ai vu chez mon petit-fils à quel point, quand vous avez dit on avale le géomètre, non pas le géomètre, la rationalité. Oui, et c'est vrai. Alors là, je peux vous dire que moi, j'ai une expérience très concrète de ce qu'apporte. En même temps, il a choisi judo et boxe, hein, c'est vrai. Mais il a l'impression qu'en faisant de la pâtisserie, il acquiert une maîtrise. C'est formidable. Jamais j'aurais pensé. Merci. On sait que la part du revenu avant-guerre et aujourd'hui consacré à l'alimentation a plus ou moins diminué de moitié. Alors, depuis l'avant-guerre, aujourd'hui, on a peut-être plus de choses à acheter, je pense. Mais comment est-ce que vous verriez le fait comment conseilleriez-vous les gens en leur disant mettez plus de moyens dans la nourriture, mettez plus de moyens en pourcentage de votre revenu, qu'est-ce que vous leur diriez là-dessus? Je vais peut-être déjà réagir à différentes choses qui ont été évoquées, en commençant par la fin, hein, je vais vous remonter. Alors déjà, moi je me positionne jamais comme un conseiller en quelque sorte. J'ai pas de réponse toute faite à apporter. Je suis convaincu, au contraire, que des solutions existent déjà au sein de ce que j'ai envie d'appeler les cultures populaires, rurales, celles de monsieur et madame tout le monde. Je crois qu'il y a une richesse d'alternatives, mais que la puissance du système, c'est de les rendre invisibles. Rimbaud, au XIXe siècle, disait qu'il fallait redevenir des voyants.
Et pour lui, c'était tout un projet de société. Je crois qu'il y a la même urgence aujourd'hui de rendre visible l'invisible. C'est les puissants qui ont toujours tendance à montrer du doigt les gens des milieux populaires parce qu'ils aiment bien la viande rouge, parce qu'ils ont des vieilles voitures polluantes, parce qu'ils ont des logements mal isolés. Tout ça, c'est peut-être en partie vrai, mais quand on regarde les chiffres officiels, les gens ordinaires, ils polluent bien moins que les riches. Ceux qui bousillent la planète, ce sont les riches. Alors on va me dire, mais si les pauvres, ils avaient de l'argent, ils se comporteraient aussi mal. Eh bien, c'est pas si sûr. Alors j'ai pas le temps, je l'avais montré en me fondant sur plusieurs centaines d'ouvrages et thème par thème, mais je vais prendre simplement un exemple un peu provoquant pour me faire comprendre. Rappelez-vous, il y a quelques années, Jacques Séguéla, le grand publicitaire du système, qui disait, si à 50 ans, on n'a pas de Rolex, c'est qu'on a raté sa vie. Moi, j'ai 58 ans, j'ai toujours pas de montre de luxe, mais c'est pas d'abord parce que j'en ai pas les moyens financiers, c'est parce que j'en ai pas le désir. Or, les puissants n'arrivent même plus à imaginer qu'on puisse avoir d'autres désirs qu'eux. Et moi, pour avoir travaillé beaucoup avec le mouvement Emmaüs, avec ATD Quart Monde, pour avoir travaillé sur les cultures populaires, rurales, qui subsistent en matière d'alimentation, je suis convaincu que le rêve des 99%, c'est pas de se comporter aussi mal que les riches. Donc j'ai bon espoir, mais peut-être que je me trompe et j'ai envie d'y croire, hein, mais j'ai bon espoir qu'il suffirait peut-être d'éveiller des choses qui sont endormies. Sur effectivement comment accompagner ces changements. Alors, il y a deux choses. C'est vrai que la part du revenu, le pourcentage du revenu consacré à l'alimentation a baissé, mais pas le revenu en tant que tel. C'est-à-dire que quand on regarde combien on dépense aujourd'hui pour l'alimentation, combien on dépensait en 1900, on dépense plus aujourd'hui. Mais nous gagnons beaucoup plus. En revanche, vous avez raison, il va falloir nécessairement une autre répartition de la richesse, de la valeur, pour que notamment les paysans puissent vivre. Mais je pense que ça passera avant tout par une réforme du système agricole, industriel aujourd'hui. J'ai une certitude en revanche, c'est qu'on n'y arrivera pas si on dit aux gens demain ça sera pire qu'aujourd'hui. Si on dit aux gens il va falloir apprendre à se serrer la ceinture un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie. Moi je ne crois plus au lendemain qui chante, mais parce que je veux chanter au présent. Et si je veux chanter au présent, c'est parce que je sais que la planète est déjà bien assez riche. Il y a un chiffre qui est essentiel. L'ONU ne cesse de rappeler qu'il suffirait de mobiliser 30 milliards de dollars par an pendant 25 ans pour régler le problème de la faim dans le monde. 30 milliards de dollars par an et plus personne ne meurt de faim. L'ONU ajoute que si on mobilisait 70 milliards de dollars, on réglerait le problème de la grande pauvreté. Alors rassurez-vous ou inquiétez-vous, mais ces 30 ou ces 80 milliards, on ne les trouve pas. Mais le budget officiel de l'armement, 1600 milliards de dollars. Le marché publicitaire mondial, notamment pour la malbouffe, 850 milliards de dollars. Le gaspillage alimentaire nord-américain, États-Unis, Canada, le gaspillage alimentaire nord-américain, 100 milliards de dollars. 3 fois ce qui serait nécessaire pour régler le problème de la faim dans le monde. Donc s'il y a des gens qui crèvent de faim, c'est pas parce qu'on n'a pas assez. C'est parce qu'aujourd'hui, le marché des semences est aux mains d'une infime minorité de groupes qui n'ont pas pour mission de nourrir la planète, mais de faire du profit et de spéculer. Donc, ça rend de l'espoir. Ça donne de l'espoir. Deuxième élément, mais là c'est plus... quelqu'un nous a parlé, c'était vous, de l'importance de la consommation d'insectes. Et vous nous avez parlé de l'importance de la consommation de fruits. Moi, je suis convaincu qu'il va falloir effectivement faire feu de tout bois, en quelque sorte. Mais là encore, je pense que la réponse ne peut pas être seulement au niveau de qu'est-ce qu'on mangera demain.
Mais qu'est-ce que manger veut dire? Quelle signification? Comment mange-t-on? Donc cette dimension de langage, il faut que les gens y trouvent du plaisir. Rappelez-vous, pour les premiers voyages Apollo, la NASA avait conçu de façon scientifique une alimentation médicamenteuse. Il y avait tout ce qui était nécessaire dedans, hein. Mais les astronautes, ils sont revenus complètement déprimés. Et maintenant, on leur fait des bons petits plats. Il faut du plaisir. Si demain, les gens, pour les fruits, il y a moins de difficultés en France, mais si demain, les gens en France veulent manger des insectes, bah oui, s'ils y trouvent du plaisir. Mais ce n'est pas à moi de dire ce que devra être l'alimentation de demain. Sur la question du végétarisme et des végans aujourd'hui, ce que j'ai voulu montrer justement, c'est que le végétarisme dans l'histoire a porté des projets différents. C'est-à-dire que le végétarisme, ça a pu être salaud de pauvre, qui osait encore manger de la viande, alors qu'on a besoin des bonnes terres pour faire autre chose. Ça a pu être ça le végétarisme. Et le végétarisme, ça a été, avec, je l'ai dit, la philosophie des Lumières, ne tuons pas d'animaux parce que c'est le symbole de la violence et de toute violence. Donc quel projet de société, quel projet politique accompagne effectivement le végétarisme? Le mouvement végan, j'aurais presque envie de dire que c'est comme le mouvement de la décroissance, dont je suis. On y trouve le meilleur comme le pire. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des végans qui sont pro-OGM. Vous avez des végans qui sont pro-transhumanisme. Vous avez des végans qui disent si Bill Gates, grâce aux biotechnologies alimentaires, peut arriver à ce qu'on passe plus rapidement à une alimentation non carnée, on signe tout de suite. Et puis vous en avez d'autres qui ne se retrouvent pas, heureusement, sur ces positions. Je crois que la pire des choses, ça serait de faire de notre diversité une source de division. Je crois que ce qui est très important, c'est d'en faire au contraire une richesse. Et vous avez dit, je simplifie peut-être, hein, mais c'était globalement ça, Jocelyne Porcher à court terme, et après, peut-être il faudra aller plus loin. Ben oui, pourquoi pas. Mais je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de mettre la société en mouvement. Mais personne ne saurait aujourd'hui comment habiter, au sens plein du terme, la campagne sans présence d'animaux. Prenez Gandhi. Gandhi disait, il faudra des élevages qu'on ira regarder. On ira au spectacle. C'est-à-dire, qui fera l'entretien? Notamment des prairies. Et c'est là où ça devient très difficile. Moi, pendant très longtemps, je me fondais simplement en disant il faut aller vers une alimentation moins carnée, ça c'est certain. L'alimentation, aujourd'hui, c'est le tiers des émissions de carbone. Comme on sait qu'il faut nous réduire à peu près du tiers nos émissions, ça veut dire que sur le plan de l'alimentation, il faudrait réduire à 1/6 de ce que l'on émet aujourd'hui. Eh bien, on sait faire. Hein. Il y a plein de travaux qui montrent qu'on sait faire. Et c'est pas forcément triste. Hein. Je veux dire, on peut y trouver du plaisir. On peut faire une alimentation joyeuse, mais qui soit écologiquement et socialement responsable. Mais là encore, c'est aux gens de s'emparer de ça. Je veux dire, on n'imposera pas, ou du moins il ne faut pas. Parce qu'effectivement, il y en a qui y pensent. Hein. Je pense notamment aux géants de l'industrie agroalimentaire. Hein. Eux, ils ne rêvent que ça, de manipuler totalement notre alimentation, mais non pas dans l'objectif de sauver la planète, hein, mais d'augmenter encore plus les bénéfices. Parce que les biotechnologies de la fausse viande, hein, ça nous sera vendu au prix de la viande. Hein. Donc je ne vous dis pas la valeur ajoutée. Hein. Alors,
Je vous remercie de poser la question parce que c'est un thème que j'évoque, mais que là, je n'avais pas le temps de tout. Mais c'est essentiel. C'est le moment où, effectivement, on va construire, où on va imaginer son repas. C'est-à-dire que c'est le moment où, effectivement, on n'est pas sur cette approche, moi qui m'effraie aujourd'hui, y compris dans les milieux écolos, où on joue finalement sur le terrain des adversaires. C'est-à-dire une conception, ce que j'appelle chosiste, de la table. C'est-à-dire quand on se dit, effectivement, le matin, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? C'est-à-dire tout est ouvert, tout est possible. C'est pas la même chose que quand on joue à frigo ouvert. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai dans mon congélateur? Et à ce moment-là, la place de l'imaginaire. Le temps aussi, la question du ralentissement. Je veux dire, on ne pourra pas changer de société si on ne ralentit pas. Et là encore, ce qu'on sait, c'est par exemple que les milieux, ce que j'appelle populaires, mais c'est les 99%, ont un mode de vie beaucoup plus ralenti. Ils ont notamment des loisirs chronophages. L'importance de la discussion, du débat, le fait qu'on joue aux cartes, aux boules, qu'on prépare la cuisine. Eh bien ça, on en a besoin. Non seulement c'est bon personnellement, pour se construire, mais c'est bon aussi pour toute la société. Et la personne devant, la dame devant, évoquait le cas de son petit-fils autiste. Moi, je travaille avec un certain nombre d'institutions médicales pour des enfants autistes et autres. Traditionnellement, on avait un accompagnement avec des animaux, parce qu'on savait que c'était important pour l'ouverture. Eh bien, on travaille aussi, alors un peu moins en France, davantage en Suisse, en Allemagne, en Italie, la question de l'alimentation. On peut, l'humanité s'est humanisée à travers sa table. Et c'est une des possibilités pour s'ouvrir au monde et s'ouvrir aux autres. Alors c'est vrai pour les personnes souffrant d'un certain nombre de maladies, mais je dirais que c'est vrai pour tout le monde. On découvre aussi les autres à travers leur table, à travers leur cuisine. Et donc c'est là aussi, c'est une source d'enrichissement extraordinaire. Moi, ce qui aujourd'hui m'effraie le plus, je me tais après, ça serait effectivement qu'on ait tendance à réduire de plus en plus notre table, notre alimentation, à cette seule dimension biologique. Parce qu'à ce moment-là, nous serions totalement livrés aux industries qui ont déjà tout préparé en termes effectivement de biotechnologie alimentaire. Vous parliez de l'importance de la préparation. Mais je dirais quand on fonctionne sur des circuits courts, pensez aux AMAP, je dirais le fait de rencontrer un paysan, de discuter avec lui des produits que l'on va effectivement manger, ça fait partie de cette humanisation de la table. Le fait d'avoir la présence du chef dans la cantine, et non pas des cuisines centrales, d'avoir des dames qui servent à table, ça contribue à humaniser l'alimentation. Moi, j'aurais une question à ce moment-là sur la dimension rituelle de l'alimentation, et notamment dans l'espace domestique. Si l'acte de se nourrir, en fait, dit quelque chose de la façon dont une société se pense, alors comment nous pensons-nous aujourd'hui? Et faites-vous une différence entre les hommes et les femmes? Parce que là, vous venez de dire les femmes vont servir à la cantine. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, y compris de la démocratie dans l'espace domestique? Oui. Alors, quand on regarde sur la très longue durée, on constate que dès la division de la société, on a une cuisine noble faite par des hommes et une cuisine domestique, celle de tous les jours, faite par les femmes. Il va bien sûr falloir remettre ça en cause. Mais ça ne va pas être facile. Je veux dire, il y aura des sacrées résistances. Parce qu'effectivement, ça vient de la nuit des temps. Quand je dis ça, ce n'est pas une façon d'excuser. C'est de dire que ça fait partie des conditions premières de la division de la société, de laquelle ont découlé toutes les autres divisions de la société. Donc le jour où on va y arriver à ce partage des tâches ménagères que vous évoquez, eh ben on aura fait un sacré grand pas. Alors quelles sont les solutions? Est-ce que ça doit passer par davantage de restauration collective, sociale? Point d'interrogation. C'est une possibilité. Ce n'est pas à moi de répondre. Sur les rituels, en France, ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
en France, contrairement à d'autres pays, le repas familial résiste mieux. C'est-à-dire que, et c'est pas seulement en France, globalement c'est les pays latins. C'est vrai en Italie, c'est vrai en Espagne, c'est vrai au Portugal. Hein. C'est-à-dire qu'on se retrouve le soir pour manger ensemble. On se retrouve le dimanche pour manger ensemble. Aux États-Unis, nous en sommes aujourd'hui, en moyenne, à 14 prises alimentaires par jour. C'est-à-dire qu'on n'arrête plus de manger. Mais si on n'arrête plus de manger, on ne mange plus en fait. On fait le plein d'un certain nombre de nutriments, c'est tout. Une des victoires du système, c'est aussi d'avoir fait qu'on ait de plus en plus peur par rapport à l'alimentation. Et on a raison parfois d'avoir peur, hein, quand on revoit effectivement ce qu'on nous propose de manger. Je dirais pendant des millénaires, on a eu peur de manquer. Aujourd'hui, dans les pays riches, on a peur de trop ou de mal manger. Quand on passe à table, on se souhaite presque plus bon appétit, mais bonne chance. Mais je dirais que cette peur, si elle devient première, elle peut être tout à fait récupérée par le système. Et on voit se développer aujourd'hui, à côté des pathologies traditionnelles, comme la boulimie et l'anorexie, ce qu'on appelle des orthorexies. C'est-à-dire des gens pour qui la discipline alimentaire devient une règle de vie où le plaisir disparaît totalement. Eh bien, moi, je crois qu'une des façons de résister au productivisme agricole, au capitalisme, c'est effectivement de mettre toujours la question du plaisir au cœur de nos réflexions. Il ne faut pas se leurrer, cette société de consommation, d'hyperconsommation, on peut lui reprocher tout ce qu'elle veut, mais elle nous fait jouir. Il y a de la jouissance à consommer toujours plus. Il y a de la jouissance à être sur cette logique de domination des animaux, de la nature, des autres humains. Alors on peut dire que c'est une mauvaise jouissance. C'est une jouissance d'avoir. Mais on ne pourra en finir avec cette jouissance-là que si nous sommes capables de lui opposer une autre forme de jouissance, encore plus jouissive, qu'est la jouissance d'être. Si on se souvient qu'un être humain, c'est d'abord un être social. Autrement dit, si en matière d'alimentation, nous avons la capacité de construire quelque chose ensemble autour, de redonner du sens, de refaire des symboles, de refaire des rituels. Et là, il peut y avoir de multiples sources de rituels ou de symboles. Il va falloir qu'on termine, je crois. S'il y a une toute dernière question peut-être. Voilà, et puis... Voilà, donc vous avez parlé de la fausse viande. Et quand on voit aujourd'hui comment est produite la viande, je crois que c'est 95% est industriel, et comment on stérilise les terres pour faire du maïs, comment on maintient les animaux dans des grandes concentrations, on les torture, les tueurs aussi, disons, souffrent beaucoup, M. Guilcher nous l'a expliqué hier. Et je me dis, en fin de compte, pourquoi pas? On ferait de la viande industrielle, ça éviterait d'avoir ce maïs qui est imbibé de glyphosate, d'avoir ces cochons dont on coupe la queue et puis les poulets auxquels on coupe les dents. Et ça permettrait aussi de libérer des terres. Vous avez parlé des pommes de terre et des Bretons. Moi, je suis bretonne et c'est pas des pommes de terre que l'on a, c'est des cochons. Et donc, on a saccagé, disons, notre région, enfin, c'était les plans Pisani, etc., pour faire de la viande industrielle. Et si on n'avait plus ce monopole, disons, sur la terre, on pourrait libérer cette terre pour faire autre chose. Moi, j'appartiens au mouvement Terre de Liens. Et en Bretagne, on ne trouve pas de terre. Pourquoi ? Parce que les éleveurs ont besoin de terre pour étendre leur lisier et pour cultiver le maïs. En plus, on complète par du soja venant d'Amazonie. Et si on avait cette libération des terres, on pourrait installer des jeunes éleveurs qui ne demandent qu'à s'installer pour faire non pas 1000 vaches, mais 40 vaches, 40 chèvres ou 50 moutons. Et voilà. Alors, ce qu'on voit très bien, c'est que les biotechnologies alimentaires, aujourd'hui, ça repose sur le soja. Et je dirais que la culture du soja, c'est pas écologiquement non plus ce qu'on fait de mieux. C'est-à-dire que je suis d'accord avec vous sur le constat. Mais en revanche, l'alternative que nous propose l'industrie n'est pas effectivement pensée, conçue dans l'intérêt du plus grand nombre. Et je me tais parce qu'il faut vraiment, je crois, qu'on arrête.